Bien, donc c'est parti pour une tentative de cours sur l'énergie en vidéo. Alors on va commencer par le début. Donc vous avez normalement fait l'exercice sur les montagnes russes. En fait, donc l'énergie, les études énergétiques en mécanique nous permettent surtout d'étudier le mouvement à l'aide de la notion d'énergie. Et on commence par ce que vous avez déjà vu en troisième, donc l'énergie cinétique, qui est l'énergie liée au mouvement. Je rappelle brièvement la formule ici. Donc c'est égal 1 demi de mv carré. Et puis l'énergie potentielle, énergie potentielle égale mgz, avec z l'altitude, et qui est donc définie à une constante près. Ça veut dire que en fait cette valeur elle n'est pas absolue, celle-ci l'est. En fait celle-ci ne l'est pas non plus, elle dépend du référentiel choisi. Par exemple, si vous êtes assis à votre bureau dans le référentiel terrestre, vous avez une énergie cinétique nulle, mais dans le référentiel du Soleil, vous avez une énergie cinétique évidemment non nulle, puisque votre vitesse est très grande. De même ici, ça dépend de la référence que vous avez choisie pour les Z, selon que vous mettez le 0 au niveau du sol ou à un autre endroit, mais peu importe, puisque ce qui nous importe nous, c'est que dans les cas les plus courants qu'on étudie depuis la troisième, on va surtout servir de cas où si on néglige les fondements, on a la somme des deux, donc on appelle l'énergie mécanique, qui est égale à l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle, qui, elle, est une constante dans le cas où l'énergie se conserve, donc où il n'y a pas de frottement, par exemple. Avec ça, on peut déjà résoudre pas mal de choses, et le cas le plus courant, c'est celui que vous avez vu dans le cas de la montagne russe. C'est dans le cas où j'ai un objet qui part du point 1 et qui va aller par exemple jusqu'au point 2. Alors dans le cas de la montagne russe, c'était le long d'une pente, avec une différence de hauteur qu'on appelle h entre les deux. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, l'énergie mécanique en 1, ici, elle est égale à EC1 plus EP1, et très souvent, puisque là, dans notre cas, on part sans vitesse initiale. Alors, soit une chute libre, je lâche un objet d'une certaine hauteur, donc au début, sa vitesse est nulle, évidemment, soit comme dans le cas de la montagne russe, le wagonnet monte, arrive en haut avec une vitesse nulle, et repart. Donc, la vitesse peut être considérée comme nulle en haut. Du coup, cette énergie ici est nulle, et donc il nous reste EP1. Et si j'ai choisi ma référence des altitudes ici, donc z égale 0, je vois tout de suite que c'est égal à mgz1, qui donc est égal à mgh, puisque z1 vaut h. Ici, la hauteur de z1, c'est égal à h. z2, pardon, égale 0. Je fais pareil au point 2. L'énergie mécanique en 2 est égale à EC2 plus EP2, et ici c'est l'énergie potentielle 2 qui est nulle puisque l'altitude vaut 0, donc mgz2, mg fois 0, ça fait 0. Et donc c'est égal à 1 demi de mv carré, puisque c'est souvent ce que je cherche, c'est la vitesse arrivée au point 2. Pour finir ce problème, il n'y a plus qu'à dire que EM1 égale EM2, puisque en fait, EM2, puisque l'énergie mécanique est constante. Autrement dit, mgh égale 1 demi de mv carré. Autrement dit, v est égal à racine de 2gh, puisque vous voyez que les m disparaissent, le g et le h restent ici, le 2 qui est en diviseur passe multiplicateur, et puis comme c'est v carré égale 2gh, eh bien je prends la racine. Première chose, vous voyez que la vitesse arrivée au sol, dans ce cas-là, ne dépend pas de la masse de l'objet, mais uniquement de la hauteur de vous le lâchez. Donc par exemple, si je lâche un objet d'une hauteur de 10 mètres, eh bien tout simplement, alors V égale racine de 2 fois 9,81 fois 10, et on trouve quelque chose comme 14,1 mètres par seconde, autrement dit 50 km par heure, ou 50 km en moins. Ça vous donne l'idée. Vous voyez une voiture par exemple qui percute quelque chose à 50 km/h, c'est comme si vous lâchez une voiture de 10 mètres de haut,
et c'est sa vitesse au moment où elle touche le sol. Voilà. Alors, donc ça c'était le cas pour partir des notions vues en troisième avec la notion d'énergie cinétique et d'énergie potentielle. À chaque fois, le jeu, c'est un petit peu ici que ça se situe, c'est des égalités. Vous pouvez avoir des cas où les énergies sont pas nulles, mais du coup, vous faites, c'est de l'algèbre, c'est des mathématiques après. C'est-à-dire que ce que vous écrivez, c'est EC1 plus EP1 égale EC2 plus EP2, et après, à voir comment on peut résoudre ça, de quelle manière on peut le résoudre. D'accord, mais que se passe-t-il dans d'autres cas, dans des cas un peu plus compliqués? Donc dans les autres cas, on va faire appel à une autre notion, qui est la notion de travail, qui en fait est une énergie, hein, la notion de travail d'une force. Alors d'abord, le travail d'une force, on va l'appeler W, parce que c'est l'anglais, c'est work. De quoi s'agit-il? Il s'agit de se poser la question de, imaginons une force qui s'applique à un corps, force F, qui va s'appliquer à un corps en un point A. Donc là, vous imaginez le corps, hein, il subit, ça c'est son point d'application. Puis le corps se déplace jusqu'en B. Voilà. Donc la force F qui est ici va se retrouver à la fin ici, ce sera la même, hein. La force doit être constante. On peut le faire pour d'autres cas, mais bon, pour l'instant, on va commencer par le cas le plus simple, le cas où la force reste la même tout du long du déplacement, et sur un déplacement rectiligne. Sur un déplacement non rectiligne, il faudra le découper en petits bouts, en fait, en petits bouts de déplacement rectiligne. Et la question, c'est quelle est l'énergie mise en jeu lors du déplacement du point d'application de A vers B. Alors cette énergie, en fait, on l'appelle le travail, et cette énergie, on la note, travail pour aller du point A au point B de la force F. Et la réponse à ça, en physique, c'est que c'est égal au produit scalaire de la force F par le vecteur AB. C'est une multiplication en fait de deux vecteurs, et on appelle ça le produit scalaire. Alors, qu'est-ce que c'est que le produit scalaire? Donc là, il faut que je prenne une nouvelle page pour qu'on puisse parler un petit peu de ce qu'est le produit scalaire. Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un scalaire? Parce que le produit scalaire, il y a le mot scalaire. Alors, en fait, en mathématiques, on a des objets auxquels on donne une dimension. La dimension, c'est le nombre de chiffres, le nombre de nombres dont j'ai besoin pour définir complètement un objet. Vous connaissez l'espace de dimension 1, hein, c'est le point. Donc, c'est un truc qu'on dit à une dimension, géométriquement. Ensuite, la ligne, c'est 2 dimensions. La figure, c'est 3 dimensions. La figure en volume, évidemment, 3 axes. Ça, c'est la ligne ou la surface. Là, on est dans le volume. Pardon, pas facile de dessiner comme ça, en 3 dimensions, etc., etc. En fait, ça correspond à un nombre, par exemple 3. Ici, à ce qu'on appelle les premiers vecteurs. Enfin, c'est pas ce qu'on appelle les premiers vecteurs, c'est ce qu'on appelle les vecteurs, et c'est ce que vous avez appelé vecteurs en premier. Par exemple, 3, 4. Vous avez l'habitude de dire que si je fais un déplacement de 3, comme ça, sur les x, et de 4 sur les y, j'obtiens un truc. Normalement, je crois que vous avez fait ça en maths, hein. Il y a une petite flèche, on l'appelle U, et ça, c'est un vecteur. On peut très bien avoir un vecteur à 3 dimensions, ça existe, 5, 6, 8, dans un espace à 3 dimensions. Donc là, il faut imaginer que vous avez des axes. Donc là, par exemple, il faut que j'avance de 5 ici, voilà, 5. Après, il faut que j'avance de 6 sur Y, 6. Et puis, il faut que je monte de 8 sur Z, hop, 8. Et puis, j'obtiens un vecteur, voilà, qu'on va appeler par exemple V, et c'est un vecteur à 3 dimensions, etc., etc. Eh bien, ça fait partie d'une théorie beaucoup plus générale qu'on appelle la théorie des ensembles, mais chaque objet qu'on a défini comme ça, il a des lois de composition, l'addition, la multiplication, la soustraction, la division, etc. L'addition des vecteurs, normalement, vous l'avez vu, c'est assez simple, vous avez deux vecteurs, vous additionnez... alors, l'addition des scalaires d'abord. Oui, pardon, excusez-moi. Les scalaires, ce sont ces objets-là, en fait. C'est-à-dire que les scalaires, ce sont ceux qui ont
une dimension. Et les vecteurs, ce sont tous les autres. Dès qu'ils ont plus que une dimension, ça c'est un vecteur, ça c'est un vecteur, etc. jusqu'à, vous pouvez avoir une infinité de dimensions. L'addition, c'est assez facile, hein. 3 plus 4, c'est égal à 7. L'addition de vecteurs, c'est pas très compliqué non plus, hein. Il n'y a pas 50 possibilités. Un vecteur plus un vecteur égale un vecteur. La multiplication, c'était déjà plus compliqué. Et en fait, quand vous faites multiplier un scalaire par un scalaire, vous obtenez un scalaire. Quand vous multipliez un vecteur par un vecteur, donc là, typiquement, hein, 3 fois 4 égale 12. Un vecteur par un vecteur, alors là, ça se corse. En fait, il y a deux possibilités. Enfin, en tout cas, les mathématiciens ont construit deux possibilités. Peut-être qu'il y en a d'autres, d'ailleurs, je ne sais pas. Je ne suis pas au courant des théories les plus pointues en mathématiques, mais il y en a au moins deux. Vous pouvez obtenir soit un scalaire, soit un vecteur. Pour faire simple, c'est-à-dire que genre U fois V, ça peut être égal soit un nombre, genre 3, soit un vecteur, W. Voilà, c'est au choix. Il y a deux possibilités. Et celui qui nous intéresse, nous, c'est le produit scalaire. Alors le produit scalaire, en France, on le note U.V. Ça, c'est le produit scalaire. Et le produit vectoriel, celui qui donne un vecteur, on utilise le petit V à l'envers. Ça, c'est le produit vectoriel. Alors, pourquoi je dis en France? Parce que tous les pays n'utilisent pas les mêmes notations. Faire attention. Nous, point, c'est produit scalaire. V à l'envers, c'est produit vectoriel. Celui-là, on ne le verra pas. On ne va pas s'occuper du produit vectoriel, on va s'occuper uniquement du produit scalaire. Alors, qu'est-ce que c'est que le produit scalaire? Attends, je vérifie juste, j'espère que je suis... Ouais, c'est bon. Hop. Qu'est-ce que c'est que le produit scalaire? Eh bien, tout simplement, on a deux vecteurs, U que multiplie V. Admettons que U ait une longueur de 3 et lui une longueur de 6. Et il faut qu'on trouve un moyen de définir une opération qui nous donne ce résultat-là, elle nous donne un nombre. Alors, le problème, on le voit assez vite, c'est que clairement, la multiplication doit faire intervenir notre longueur. Que si U est 2 fois plus long, le résultat ne doit pas être le même. Peut-être le résultat doit être 2 fois plus grand. C'est les propriétés d'une multiplication. Donc, en tout cas, ça doit faire intervenir la longueur. Donc, 3 fois 6. Mais est-ce que c'est suffisant? Pas vraiment, parce que dans ce cas-là, comment différencier le résultat d'une opération 3 fois 6 comme ça, et de 3 fois 6, on va dire, comme ça, par exemple. Si U et V sont collés là, vous voyez qu'il y a une différence entre les deux situations. Pour revenir à notre cas d'énergie, si on déplace une force, par exemple, une force qui est en train d'aller vers là, et qu'on va la déplacer ici, donc on voit que la force s'oppose au mouvement qu'on cherche à faire au corps, on imagine très bien que l'énergie en jeu ne va pas être la même que si on veut aller de A à B, avec la force qui est dans le même sens. Comment faire? Eh bien en fait, tout simplement, on va tenir compte de l'angle qu'on appelle ici alpha, et on va dire que alors bon, pourquoi? Oui. On va faire intervenir une fonction, on va faire intervenir l'angle, mais on ne peut pas juste multiplier par l'angle. En fait, là c'est un petit peu plus subtil, mais il faut que la valeur de cette énergie soit positive et maximale quand les deux forces sont alignées, c'est-à-dire quand l'angle vaut 0, négative et maximale quand les deux vecteurs sont opposés, donc c'est-à-dire quand l'angle vaut pi, ou 180 degrés si vous préférez, et que ce soit nul quand c'est perpendiculaire. Donc je rappelle, je veux maximum positif quand c'est comme ça. Alors là, ce que je vous fais, c'est très avec les mains, hein. C'est pas très prof de maths, mais bon, c'est pas grave. Nul quand c'est comme ça ou dans l'autre sens, donc quand il y a un angle droit. Et maximum mais négatif quand on est opposé.
Alors ça, il y a une fonction qui nous permet ça, c'est le cosinus. Voilà. Donc voilà ce qu'est un produit scalaire. La définition générale, en fait, qui est pas celle-là, j'ai mis les normes. La définition générale d'un produit scalaire, c'est U scalaire V est égal à UV cos l'angle entre U et V. Voilà.